Oui, bonsoir à tous et merci d'être venus pour écouter et participer, si vous en avez envie, à notre table ronde consacrée ce soir à la question du populisme, question euh, qui se pose dans la mesure où on va essayer de serrer un peu plutôt le rapport entre le populisme et la démocratie. Euh, Ce soir sont venus pour participer à cette table ronde euh, un certain nombre des élus qui sont aussi des représentants de leur formation politique et un historien. Donc, je vous les présente rapidement. Ils se représenteront eux-mêmes ensuite dans la mesure où ils le souhaitent. Donc, il y a M. Kénard qui est ici comme représentant du Parti socialiste. Nous avons Madame Beauvais qui vient ici pour le Parti Les Républicains et Monsieur Philippot qui vient au nom du Front National. Nous avons également Monsieur Leroy qui est un historien local et qui intervient à ce titre-là. Alors, avant de céder la parole à nos intervenants, une, quelques, quelques idées comme ça jetées pour amorcer la réflexion et peut-être le débat. Le populisme, c'est un terme extrêmement fréquent, je dirais même peut-être trop fréquent, qui sert la plupart du temps à disqualifier ceux à qui il est appliqué. Hein, le populiste, c'est autre. C'est celui de la formation adverse. C'est celui qui va prendre des positions jugées démagogiques. Et le populisme, et l'inconvénient du populisme, c'est que, étant si largement répandu, on a l'impression qu'il ne signifie plus grand-chose. Vous savez, quand un concept a trop d'applications, il finit par ne plus rien signifier du tout. À la limite, on se dit, bah, finalement, plutôt que populisme, parlons d'électoralisme, par exemple, et puis ça serait aussi bien. Alors nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec cette manière de voir les choses, et on s'interroge en se disant, et finalement, si le populisme euh, était en fait un des éléments constitutifs de la démocratie, supprimons le populisme, qu'est-ce qui resterait de la démocratie après tout? Est-ce que le populisme n'est pas là pour faire entendre la voix du peuple, faire entendre les besoins qui sont les siens, euh, pour instituer un contact aussi direct que possible entre le pouvoir politique et ceux qui sont à l'origine de sa légitimité, c'est-à-dire les citoyens. Donc finalement, essayons de voir le populisme, qu'est-ce que c'est? D'abord vu à travers vu à travers son enracinement dans le temps, dans l'histoire. Francis Leroy va nous présenter cela et nous évoquer quelques exemples de populisme. Et puis ensuite, et bien évidemment, au gré de nos questions et de vos questions, les différents représentants politiques vont donner leur point de vue concret et vivant, bien sûr, de cette question que nous nous posons. Je signale, je n'ai pas signalé la présence de Didier Martz qui organise en même temps que moi-même ces rencontres. Ça va de soi que le débat lui appartient comme à tout le monde. Une dernière remarque, notre table ronde de ce soir est enregistrée et tout ce qui passe par les micros est, est enregistré. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, avoir accès à l'enregistrement à partir de la semaine prochaine, je crois. Voilà. Je vais passer la parole à Francis
pour l'aspect historique. Oui, merci. Bonsoir. Je vais vous lire quelques lignes, enfin quelques pages, qui va brosser un petit peu le paysage, en quelque sorte, de ce qui se rapporte au populisme. Et j'y reviendrai au niveau historique, certainement, dans le cours du débat. J'ai intitulé ça tout simplement à propos du populisme. Il y a de nombreuses façons d'appréhender ce phénomène qui a progressé au cours des années dans notre pays, avec l'aide involontaire, et là je mets un point d'interrogation, des médias. Mais je m'en tiendrai à des repères historiques sans prétendre à une quelconque exhaustivité, tant ce phénomène est relativement complexe, et on le voit bien par rapport aux études de chercheurs et de chercheuses. Toutefois, et de prime abord, j'apporterai quelques nuances linguistiques. Curieusement, mon petit Robert, mais il date déjà, indique populiste, je cite, populisme 1929 du latin populus. École littéraire qui cherche dans les romans à dépeindre avec réalisme la vie des gens du peuple. Mais c'est déjà, je vous le disais, une très vieille édition. Il n'empêche qu'on rattache ce terme au peuple, c'est-à-dire à ce qui devrait être un terme démocratique au sens occidental, bien sûr. Et d'ailleurs, ceux qui ont écrit sur les populismes font remonter le terme aux années 1960, voire antérieurement dans les années noires du macartisme. Et en 1970, en Grande-Bretagne, avec le powellisme. Mais j'ai été regarder un peu sur Wikipédia, c'est pour tout le monde, et en fait, je m'aperçois que le terme de populisme date de 1912, je crois. Alors voilà, c'est ça. Voilà ça. Le substantif populisme est apparu en 1912 sous la plume d'un écrivain qui s'appelait Grégoire Alechinsky et qui faisait un ouvrage sur la Russie et qui évoquait donc notamment le mouvement des narodniki, c'est-à-dire des riens russes, et aussi des fermiers américains en 1890. Je vais y revenir. Voilà. Dans le terme actuel et à l'heure du numérique, le populisme prend une connotation politique qu'on vient de voir s'incarner de l'autre côté de l'Atlantique avec le nouveau président. Mais c'est l'illustration parfaite, j'allais dire, de la rhétorique populiste. Un sauveur, et je pense à Marcelin Albert, le rédempteur, comme on l'appelait, des vignerons du Midi lors de leur révolte en 1907, qu'on désigna sous le terme de révolte des gueux. Venu donc ce sauveur de nulle part, qui va remettre la nation sur les rails et rendre le pouvoir au peuple. Mais plus encore, qui va s'en prendre au système, aux élites, voire même au capitalisme. C'était d'ailleurs le but que s'étaient fixés les fermiers des États de l'Ouest et du Sud des États-Unis en 1890, créant un parti du peuple dont l'objectif était, je cite, de remettre le gouvernement de la République aux mains des gens simples. En d'autres termes, voilà, c'est ça. Il s'agissait de rendre au peuple, je cite toujours, la démocratie confisquée. C'est une des constantes, semble-t-il, dans les analyses qui sont faites du mouvement des populismes, ce critère de démocratie confisquée. En fait, il s'agit de reprendre la démocratie qui apparemment a été abandonnée. Ce pourquoi les leaders de cette mobilisation agraro-populiste, dont je rappelle que c'est des fermiers, dénonçaient le méfait du capitalisme, on est à la fin du XIXe siècle, et les ravages de la civilisation urbaine. Je rappelle les conflits, notamment, vous le savez comme moi, intervenus avec les ruraux lors de l'installation des lignes de chemin de fer, et puis aussi avec les Indiens. Et qui rejetaient aussi déjà les partis traditionnels et leurs politiciens professionnels. Mais ce mouvement ne fit pas long feu. Il disparut rapidement après la défaite du candidat démocrate populiste William J. Bryan à l'élection présidentielle de 1896. Une chercheuse américaine, Margaret Canavan, dans son ouvrage Populisme, paru en 1981, dresse une typologie du populisme qu'elle divise en deux catégories. L'agraire, on vient déjà d'en parler un peu, et le politique. À la première, donc en plus de ce que je vous ai dit, elle distingue les mouvements paysans des pays de l'Est européen et le socialisme agraire des intellectuels, dont le populisme russe fut le prototype. On peut voir les œuvres de Tolstoï, par exemple, là-dessus. À la seconde, donc, ce populisme politique, elle distingue quatre types. La dictature
populiste selon le modèle péroniste, et en fait c'est une référence d'ailleurs pour ce genre de régime. La démocratie populiste incarnée par le modèle suisse, du type référendaire, le populisme réactionnaire du style national-raciste, illustré dans les années 1960 aux États-Unis par George C. Wallace et en Grande-Bretagne par Enoch Powell, hostile à l'immigration, et tous deux dénonçant eux aussi les élites qui ne semblent créer qu'un entre-soi largement éloigné des réalités quotidiennes, c'est ce qu'ils disent. Et enfin, le populisme des politiciens qui se caractérise par l'appel au rassemblement du peuple. Dans ce type, on soulignera le leader atypique, c'est-à-dire pourfendeur des élites, lui aussi, homme de toutes les promesses, porte-parole du peuple même, mais d'abord démagogue médiatique, grand comédien, ceci, c'est entre guillemets, qui est souvent au demeurant, écoutez bien, chef d'entreprise ou homme d'affaires. Ainsi peut-on citer, je vais y revenir, Ross Perot aux USA, Berlusconi en Italie, vous savez, Chiminski en Pologne, Collor au Brésil, etc. Il est intéressant de noter pour le premier, donc Ross Perot, qu'il fut milliardaire texan, c'est un Texan du Texas, qu'il se présenta aux élections présidentielles de 1992. Il obtiendra d'ailleurs 18 millions de voix, et dont la présence prégnante dans les médias, spécialement à la télévision, lui servit de tremplin pour attirer ses électeurs. Il fut d'ailleurs qualifié de télépopuliste. Sa formule, écoutez bien, nous avons un gouvernement qui vient de Washington. Le peuple veut un gouvernement qui vienne de lui. Aura d'ailleurs ultérieurement un écho fertile. Il ajoutait curieusement, là c'est peut-être pas aujourd'hui, puisque le peuple ne peut se payer le gouvernement, je vais le lui offrir. Autre approche, alors c'est d'un historien justement, mais un grand historien, il s'appelle Michel Vinocq, qui donc dans un ouvrage collectif a fait une partie d'article sur les populismes français. Se référant à une distinction typologique de Taguieff entre le populisme protestataire et le populisme identitaire, il évoque deux modèles français à la fin du XIXe siècle. Le boulangisme, dont je vais vous parler, spécialement sous sa forme la plus durable, la Ligue des Patriotes, entraînée par Paul Déroulède, et le courant antisémite, soutenu par les écrits de Drummond et les agissements de la Ligue antisémitique, créée par le même et reprise par Jules Guérin. Faut-il s'étendre longuement sur le général Boulanger, ancien ministre de la Guerre, limogé puis mis à la retraite de l'armée en 1887, qui va fonder, ou plutôt insuffler, un mouvement populaire qu'on appellera le boulangisme. Peut-être. Ce mouvement qui trouvera son apothéose avec l'élection du général à la députation de Paris en 1889, le 27 janvier, a été perçu par ses adversaires contemporains comme un avatar du césarisme ou plus proche du bonapartisme. Un chef ovationné qui parle au nom du peuple pour prendre le pouvoir, son programme tient en 3 mots. Dissolution, vous imaginez quoi? Révision, c'est la Constitution, et Constitution, justement. Il a pour finalité le changement du régime politique jugé inefficace, corrompu, évidemment, et accaparé par une oligarchie séparée du peuple. Soutenu au départ par l'extrême gauche radicale, il va réunir autour de lui, petit à petit, toutes les familles d'opposants à la République parlementaire, même des blanquistes. C'est d'ailleurs une constante, semble-t-il, dans les mouvements populistes, cet anti-parlementarisme. Au sujet de ce mouvement, le directeur de la revue socialiste, Benoît Malon, écrivait à un correspondant en avril 1988, je cite, « Nous sommes en présence de l'irruption torrentielle de tous les mécontentements, de toutes les déceptions, de toutes les colères, de toutes les espérances qui fermentaient dans les masses. » Et ce correspondant syndicaliste détaillait dans le même numéro de la revue des éléments constitutifs du boulangisme, je cite toujours, l'irrésistible instinct populaire, le caractère composite des partisans avec les déçus de toujours, l'apparition d'un prétendu sauveur que je viens d'évoquer, incarnant la patrie, dont le prestige est chaque jour amplifié par la propagande et la curiosité de la presse. Et malgré l'hétérogénéité de ce syndicat de mécontents, je cite entre guillemets, il note que la foule en qui reste un vieux sédiment d'idolâtrie suivra celui qui sait si bien se tenir à égale distance des groupes qui opèrent sous son nom et le fera César.
L'idéologie boulangiste est donc d'abord négative. Positivement, le boulangiste s'avère révisionniste, car la Constitution de 1875, qui fonde la République, la troisième, n'est pas démocratique. Mais dans la proposition de réforme qui passerait par l'appel au peuple, deux courants s'opposent, là aussi. L'aile gauche favorable à la suppression du président de la République et à la suppression du Sénat, tandis que l'aile droite, à la fin du XIXe siècle, souhaite un exécutif fort, à l'image du président des États-Unis de l'époque. Il y a mieux encore. Le suffrage populaire est sollicité pour la ratification de la nouvelle Constitution qui implique l'abolition du parlementarisme et la mise en place d'un référendum d'initiative populaire. Précurseur. Comme l'écrit justement Winnock, je cite, « Le sens de cette réforme est la volonté de rétablir l'autorité de l'État tout en s'appuyant sur le suffrage populaire. » Mais derrière Boulanger, il y a d'autres idéologues, tels Paul Déroulède, donc, qui sera mis en procès ultérieurement et se battra en duel d'ailleurs avec Clemenceau, me semble-t-il, et sa Ligue des Patriotes, qui est à l'origine du concept de république plébiscitaire, impliquant l'élection du président de la République au suffrage universel, mais aussi la consultation régulière de la volonté populaire par le plébiscite législatif, c'est-à-dire par référendum. Il faut préciser que la Ligue sera dissoute en référence à la loi sur les sociétés secrètes. On est au début du XXe siècle. Pour autant, alors que nombre de ses partisans appelaient le général, ils étaient 50 000 à Paris en 1889, paraît-il, appelaient donc le général à se porter sur l'Élysée ou au Palais Bourbon, il avait décidé de rester dîner au Café Durand, à la grande déception justement d'un très grand nombre. Minuit 5, depuis 5 minutes, le boulangisme est en bête. C'était la citation d'un nommé Thiebaut, l'un des plus ardents boulangistes. On citera aussi cette formule de Clemenceau, « Il se croyait Bolivar, il ne fut que MacMahon ». Et l'affaire fera long feu puisque quelque temps plus tard, le général Boulanger, après la levée de son immunité parlementaire et le procès intenté pour complot contre la sûreté de l'État, détournement de deniers publics, corruption et prévarication, s'enfuira en exil à Bruxelles via l'Angleterre avec sa maîtresse, la vicomtesse de Bonnemain, qui mourra de tuberculose le 15 juillet 1891. C'est sur sa tombe à Ixelles que le général se suicidera le 30 septembre 1891, au grand soulagement sans doute de la République. En définitive, le boulangisme illustre bien ce populisme protestataire, selon la typologie évoquée plus haut, caractérisé par anti-élitisme, ceux d'en haut, ceux d'en bas, confiance dans le peuple, méfiance à l'endroit du régime représentatif, appel au peuple par voie de référendum, hyper-personnalisation du mouvement à travers la figure charismatique du leader viril et honnête, discours interclassiste et idéologie de l'unité nationale. Et je voudrais simplement ajouter pour l'instant que donc, à l'époque du général Boulanger, on pouvait se présenter dans plusieurs circonscriptions. Je crois qu'il s'était présenté en 1886, je crois, dans différentes circonscriptions, notamment dans la Marne. Et il a été battu par Léon Bourgeois. Voilà pour l'instant. Merci à Francis pour ce cadrage historique. Si je comprends bien, Francis, ce que tu nous as montré du populisme à travers ces différentes typologies qu'on retient, parce qu'on va les retrouver évidemment. Mais c'est avant tout une revendication constitutionnelle. Il s'agit de répartir le pouvoir et de répartir de fonder la légitimité du pouvoir autrement que ce qui était fait. Mais quant au contenu, au programme positif que voulaient les populistes à l'époque, je veux dire dans le courant du 19e siècle, est-ce qu'ils avaient un programme différent de celui des autres candidats, ou alors finalement c'était une façon de voir les choses qui est trop contemporaine et qu'à l'époque ça se posait pas comme ça. Je sais pas. Je crois que ce qu'ils voulaient, c'était récupérer le pouvoir, tout simplement. En fait, dans le sens où, justement, comme c'est populaire, je veux dire, ça appartient au peuple, et donc, voilà. C'est un peu cette grande discussion, d'ailleurs, parce qu'on considère qu'à un moment donné, la démocratie représentative,
donc quand même issue de la Révolution, il ne faut pas l'oublier, hein. Je veux dire, elle est peut-être pas toujours la réponse idoine ou adéquate, et donc peut-être qu'il faut revenir à des fondamentaux. C'est la thèse des populistes. Merci bien. Alors, la question maintenant qui se pose, c'est et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est? Quelle est votre expérience à vous, madame, monsieur, qui êtes des aigus du peuple et en même temps qui êtes intégrés à la vie de vos partis respectifs? Comment est-ce que vous percevez le populisme? Est-ce qu'il y a un contenu positif ou alors est-ce qu'il vous apparaît exclusivement comme quelque chose de négatif et qui est bon à rejeter? Qui est-ce qui veut bien prendre la parole là-dessus? Alors, oui. Bonsoir, messieurs, dames. Avant d'entamer peut-être le débat, si vous me le permettez, sur cette notion, je voudrais me permettre de souligner que le terme populisme, en fait, n'est pas compris et utilisé de la même manière par tout le monde. Mais ça ne marche pas. Je parle pas assez fort, mais j'ai un peu la grippe. Ça y est, ça va mieux là peut-être? Oui, voilà. Je vais le mettre en position. Donc je disais qu'avant d'entamer tout débat sur cette notion, me permettre peut-être de souligner que le terme donc, populisme n'est peut-être pas utilisé de la même manière par tout le monde. Il est revendiqué par certains, il est un peu banni par d'autres. Il ne faudrait peut-être pas non plus oublier, si vous voulez, de s'intéresser plutôt aux racines en fait, du malaise démocratique, il me semble, plutôt que de rester centré essentiellement autour du périmètre du terme populiste. Le populisme pourrait être la conséquence d'un réel malaise de la démocratie, une façon peut-être de nous dire que nos institutions sont peut-être à bout de souffle. Ou alors, certains nous disent qu'il faut inventer une nouvelle république pour peut-être justement permettre au peuple d'accéder plus facilement au pouvoir. Alors évidemment, moi je ne suis pas d'accord avec cette notion de sixième république, mais je crois qu'également il serait assez réducteur de concentrer sous ce mot populisme la diversité des mots, MAUX, ce qui reviendrait à utiliser la même simplification que celle dont on accuse les pseudo-populistes. Exemple sur des thèmes assez très importants comme l'immigration en France. Certains prônent la fermeture des frontières. Je crois qu'il y a sans doute un juste milieu et si vous voulez, une solution avancée par les protagonistes dont ils savent très bien qu'elle est irréalisable. Donc il me semble que la tromperie est aussi un peu incluse dans le populisme. Voilà, c'était mon introduction. Est-ce que vous voulez aller un petit peu plus loin dans la définition de ce que vous entendez par le malaise démocratique? Quelles sont ses caractéristiques? Par quoi s'exprime ce malaise? Enfin, on a entendu quelques échos ici ou là, mais il est peut-être important peut-être que là se situe l'articulation avec notamment cette ouverture populiste. Alors, je représente ici les Républicains, mais je me permets de donner un avis personnel. Je crois que l'instauration du quinquennat a quelque part bouleversé la donne dans cette Ve République. Et le fait que l'Assemblée nationale, qui est la représentativité du peuple, en fait, puisque nous votons pour les députés, est un peu, si vous voulez, aujourd'hui réduite à sa portion congrue, puisque tous les 5 ans, à 5 semaines de l'élection présidentielle, les députés sont élus. Donc, si vous voulez, il n'y a plus... alors, c'était évidemment pour éviter la cohabitation, mais l'effet pervers, c'est peut-être que le peuple ne se sent plus autant représenté. Enfin, c'est un des éléments, mais c'est sûrement pas le seul. Crise de la représentation dans ce phénomène. Monsieur Philippot. Alors tout à fait, je dirais tout d'abord que je n'ai pas préparé d'intervention particulière, préférant à voir en fait ce qui était dit par les uns et par les autres, ce qui correspond pour moi à une approche plus philosophique. Et j'espère que d'ailleurs le débat suscitera d'une approche philosophique et pas d'une approche politicienne.
Une parenthèse donc sur la maîtrise de l'immigration qui pour moi n'est pas du tout irréaliste, mais ce n'est qu'une parenthèse, puisqu'en fait là on se situe déjà dans la politique et plus de la philosophie. Alors s'agissant de la philosophie, plus exactement du terme de populisme, je dirais que nous ne revendiquons pas ce terme, parce que ce terme a actuellement une approche polysémantique, et qu'en fonction des différents termes, des signifiants que l'on met à l'intérieur, il peut être péjoratif, il peut être très bien, il peut être acceptable, il peut être moyen. Donc c'est un terme qui est un terme piège, qu'il faut peut-être éviter, mais que nous acceptons en tant que terme. Nous n'allons pas nous définir comme populistes, mais nous savons très bien que l'on est qualifié comme tel, et dans ce titre, nous pouvons l'accepter dans la mesure où on le définit comme un pouvoir qui est confié au peuple, un pouvoir qui n'est pas trahi par un système de médias qui l'empêche de s'exprimer, par un système qui ne permet pas aux vrais partisans, aux différentes personnes qui ont des idées, de les faire valoir, dans la mesure où le monde médiatique actuellement est directement maître et peut faire passer des idées, et où un système essentiellement de prévision conduit l'opinion. Donc pour nous, le populisme, c'est quelque chose qui peut correspondre à une redécouverte du pouvoir du peuple, et ce n'est pas pour rien que nous pensons que le peuple doit revenir au peuple et que le peuple doit s'exprimer. Et s'il doit s'exprimer, et s'il doit le faire, non pas au travers disons de ce qui est prévu par un ensemble médiatique, il peut le faire. Et je crois qu'actuellement les réseaux sociaux sont un moyen pour s'exprimer directement et de le faire en se dispensant totalement de la maîtrise des médias qui appartiennent à quelques grands responsables financiers qui sont tous quasiment de la même opinion. Voilà, merci. Donc vous vous réclamez pas du mot populisme, qui vous semble pas opératoire, mais plutôt d'un regain démocratique ou une réflexion sur la démocratie. Tout à fait. Je crois que dans le cadre d'une approche comme un terme populisme, on peut tout mettre à l'intérieur. Il serait risqué et dangereux de nous réclamer d'un terme populisme, parce qu'en fait le populisme, comme elle a très bien dit, en fait l'historien, peut avoir une connotation particulièrement péjorative. Et donc nous allons reprendre cette approche péjorative. Il ne s'agit pas de se situer dans une approche de péroniste. Il ne s'agit pas de se situer dans une approche de ceux qui refusent le parlementarisme. Mais par contre, nous considérons que si le populisme est quasiment en adéquation avec le pouvoir par le peuple, nous accepterions cette étiquette sans pour autant la revendiquer, puisque le terme est totalement ambigu. Voilà. Nous considérons en fait que les termes de droite et gauche sont dépassés, et qu'il revient en fait que le vrai clivage actuellement, c'est un clivage entre souverainistes identitaires et mondialistes, j'allais dire grand capital. Oui, peut-être pour prolonger la discussion, bonsoir à toutes et tous. Je crois qu'effectivement, l'intérêt de cette rencontre et de cet échange, c'est évidemment de confronter et d'essayer, autant que faire se peut, de penser le populisme. Parce qu'aujourd'hui, le populisme, même si Francis Leroy l'a réinscrit dans une forme d'histoire et dans un parcours historique important, aujourd'hui, le populisme est de plus en plus présent. Il se développe, on a cité l'exemple de Trump aux États-Unis, mais les démocraties européennes sont aujourd'hui confrontées à une montée du populisme extrêmement important. Donc, il est essentiel que les citoyens, les représentants des structures politiques que nous pouvons être, s'interrogent sur cette question du populisme et le rapport à la démocratie. Est-ce qu'effectivement le populisme est aujourd'hui une forme d'avatar du fonctionnement démocratique que nous avons aujourd'hui? Est-ce que c'est dans la démocratie? Est-ce que c'est parce qu'il faut plus de démocratie que c'est la meilleure arme pour faire reculer le populisme? Moi, je considère aujourd'hui qu'effectivement, il faut sans doute davantage de démocratie, il faut davantage de lieux d'expression de nos concitoyens pour faire en sorte que les discours démagogiques, les discours électoralistes ne puissent pas avoir de prise. Alors, bien évidemment, il y a un contexte qui s'y prête. Il y a du développement aujourd'hui de ce que certains ont appelé la doxocratie, c'est-à-dire la démocratie d'opinion,
qui, d'une certaine manière, finit par remplacer la démocratie représentative. Eh bien, toutes ces questions-là, aujourd'hui, alimentent d'une certaine manière le populisme. Et je crois utile, après ce premier échange, eh bien, de pouvoir poursuivre effectivement cette discussion plus au fond. Alors, dans les questions que je pose à Éric Quesnard, mais que je pose à chacun, c'est donc Trump a été mentionné. En ce qui concerne Theresa May en Angleterre, le Brexit, on parle également de populisme. On parle aussi de populisme pour différents partis en Europe. Est-ce qu'on peut retrouver une unité grâce aux critères qui nous ont été donnés tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on retrouve à chaque fois, alors pas forcément les 3 critères en même temps ou les 4 critères en même temps, mais est-ce qu'on va retrouver la critique des élites? Est-ce qu'on retrouve une thématique identitaire? Est-ce qu'on retrouve aussi cette adresse directe au peuple sans passer par les institutions, les partis et les syndicats? Est-ce qu'on retrouve dans ces différents populismes, est-ce qu'on retrouve ces critères-là, ce qui nous permettrait de préciser la définition? Ce que vous évoquez à l'instant à travers l'exemple de Trump, le fait qu'effectivement, d'une part, on a un discours qui nie, je dirais, les élites, c'est-à-dire qui conteste le pouvoir et le rôle des élites dans une société. Attention, il ne faut pas non plus avoir le sens inverse de n'écouter que les élites. Les élites, elles ont leur rôle à jouer dans la démocratie. Mais elles doivent jouer leur rôle et que leur rôle. Il y a la dénonciation des élites. Il y a évidemment l'utilisation des nouveaux médias, cette fameuse doxocratie que j'évoquais, avec un échange direct de Trump avec les électeurs, directement, sans filtre, entre guillemets, entre lui et les électeurs. Et puis, il y a, me semble-t-il, là encore, la dénonciation de ce qui est différent, la dénonciation de l'autre, la dénonciation de celui qui va être, pour le coup, étranger. On le voit avec les Mexicains qui sont des délinquants, pour lesquels il faut faire le mur, etc., etc. Donc, on se trouve que finalement, quand on regarde et quand on fait le parallèle avec ce qui peut exister dans d'autres pays, eh bien, on retrouve quand même des éléments assez fondateurs de ce populisme, et on pourrait même regarder pas très loin de chez nous. Monsieur Philippot, Madame Beauvais, allez-y. Oui, en fait, ce qui a été dit en fait par Éric Quesnard est intéressant. Je crois que dénoncer le populisme, c'est déjà prendre parti. Et c'est déjà, en fait, dire que le populisme correspond au pire de ce qui a été décrit. Or, en fait, dans la thématique qui a été décrite, notre historien a bien montré qu'il y avait en fait 3 types ou 4 types de populisme. Une dictature péroniste, une démocratie à la Suisse, un populisme réactionnaire et un populisme politicien. Alors je pense qu'on peut évidemment pas être populiste politicien parce que c'est vraiment ce serait une caricature de la République. On ne peut pas être un populiste réactionnaire, ce qui est très mauvais parce qu'une réaction contre quoi? On ne peut pas être un populiste de dictature parce que ça ne correspond pas à l'attente du peuple. On peut être un populiste démocratique à la Suisse. Et dans ces conditions, le populisme n'a pas la connotation tout à fait mauvaise qu'on entend lui dire. C'est dire que dans le terme est piégé. Et il s'agit bien de définir ce qu'il contient. Alors si on parle maintenant de Trump, bien je crois que Trump se situe très certainement dans une approche populiste. Si on regarde d'ailleurs comment il a été élu, on s'aperçoit qu'il a été élu quasiment par une partie des États-Unis, qui est une partie centrale, qui n'est pas celle qui a l'argent, qui est celle de la terre, qui n'est pas celle qui est directement au pouvoir au niveau médiatique, qui n'est pas celle dans les phares quasiment de ce qui existe. Ce n'est pas l'Amérique dans sa phase orientale, et c'est une Amérique qui en fait cherche
à s'exprimer, qui cherche à vivre, qui cherche à faire que l'Amérique reste elle-même. Et dans ces conditions, oui, je pense que Trump est populiste dans le bon sens du terme. Parenthèse, est-ce qu'il a le rejet de l'autre? Je ne pense pas. Je pense simplement qu'il fait le distinguo entre lui et l'autre. Et ce n'est pas rejeter l'autre que de vouloir être chez soi dans son propre pays. Et par contre, ça pourrait être même totalement le contraire, de vouloir mélanger l'ensemble des différentes populations en considérant qu'il n'y a pas de richesse dans les différentes identités. Voilà. Alors, si je puis me permettre, revenir simplement sur le populisme en France. On a connu un populisme réactionnaire à l'époque du poujadisme, par exemple, où les petits commerçants, les artisans, par peur, en fait, à l'époque des supermarchés qui grandissaient autour des villes, ont tout de suite se sont regroupés pour se défendre. Donc c'est vrai qu'on a certains hommes politiques. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais plus jeune, de Georges Marchais, qui quand même avait des élans de populisme, mais aussi un peu François Mitterrand, d'ailleurs, avant qu'il n'accède au pouvoir et qu'il se rende compte après que ce qui avait été avancé avant était difficile à accomplir. Je crois que c'est vrai qu'aux États-Unis, par rapport au populisme réactionnaire, c'est ce qu'on appelle, maintenant il y a M. Trump, il y avait le Tea Party la dernière fois qui était à peu près similaire à ce type de populisme. Donc en France, on a quand même un certain nombre de personnes qui, aujourd'hui, niant les institutions, pourtant, on a inventé beaucoup en matière de démocratie participative. Au niveau des villes, nous avons des conseils de quartier, nous avons des possibilités de se retrouver et de pouvoir faire avancer les choses. Je crois qu'au niveau local, les choses se passent bien. Au niveau national, malgré que les élections ont lieu, malgré le changement, l'alternance, et pourtant, même si le président en place accomplit les réformes pour lesquelles il a été élu, à un moment donné, les choses se fragilisent et le peuple désire reprendre le pouvoir. Donc c'est peut-être aussi une certaine limite à la démocratie telle que on l'exerce actuellement. Oui. Jean-Pierre. Juste un petit mot. Il me semble que là, on touche à l'un des nœuds du problème. C'est qu'en fait, on a d'une part l'idée que le populisme, c'est un sursaut populaire, comme son nom l'indique, qui veut réinvestir le domaine du pouvoir et sans passer par, comme on disait tout à l'heure, par des intermédiaires en voie directe, par les réseaux sociaux et autres. Et puis d'un autre côté, le populisme, c'est toujours incarné. Autrement dit, le populisme, c'est pas le peuple entier, c'est pas un groupe, ce ne sont pas les élites, etc. Mais c'est un homme qui parle au nom du peuple. Alors, il y a là une contradiction, démocratie directe ou au contraire, comme on disait tout à l'heure, bonapartiste, quoi. Voilà. C'est un petit peu le problème sur lequel il va falloir... Donc, on aurait le populisme aurait d'un côté une certaine vertu puisqu'il exprimerait un déficit démocratique. Il aurait cette vertu-là. Alors après, ces modes d'expression sont peut-être à examiner, mais il y aurait quelque chose de ce côté-là. Monsieur Philippot ? Oui, je crois que la discussion devient intéressante. En fait, le populisme, est-ce qu'il ne répond pas à un besoin démocratique? Et petite parenthèse sur la possibilité d'expression démocratique. Au 5e siècle, lors de la démocratie athénienne, il était très facile de se réunir et puis de discuter entre citoyens. Je rappelle cependant, d'ailleurs, entre parenthèses, qu'au 5e siècle, sous Périclès, seuls les citoyens d'ailleurs votaient. C'est une petite parenthèse. Alors maintenant, le populisme, est-ce que ces populistes ont fait de refuser un supermarché? Je ne pense pas. Au contraire, je pense en fait que la réaction qui était faite n'est pas du tout réactionnaire. Et au contraire, c'était l'émanation en fait de petits commerçants qui voulaient vivre et voulaient exister. Et qui voulaient exister par rapport à de grands supermarchés qui représentaient le pouvoir et qui représentaient la puissance. Mais c'est également une parenthèse. Alors je crois que le populisme en tant que tel,
semble répondre à une volonté du peuple de s'exprimer et de s'exprimer directement. Et de s'exprimer directement si les moyens institutionnels ne lui permettent pas de le faire pleinement. Est-ce que c'est mauvais en soi? Pourquoi d'ailleurs s'exprimer directement serait-il entaché de quelque chose de totalement négatif? Au contraire, si le peuple peut s'exprimer, dans la mesure où il ne s'exprime pas avec, j'allais dire, violence, avec excès, eh bien c'est tout à fait positif. Le vrai problème est de savoir jusqu'où peut-il s'exprimer et s'il y a lieu effectivement de mettre un frein à l'expression. Et je rejoindrai en fait l'historien en disant qu'il peut y avoir des populismes qui dérapent. Et le vrai problème est à ce niveau. Mais le populisme en tant que tel, à la Suisse, est tout à fait appréciable. C'est l'expression populaire dans son entière expression. C'est tout à fait intéressant et à mon avis, ça peut être dupliqué. Est-ce que, juste un mot, parce que vous avez fait référence à l'Antiquité, donc ça fait plaisir aux philosophes et à la philosophie. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un marquage, notamment à cette époque-là, avec Platon, pour qui la démocratie, le peuple, etc., c'est Burke, quoi. On va préférer plutôt le régime aristocratique. Alors que chez les sophistes, qu'on décrit beaucoup, chez les sophistes, le peuple a une vertu. Le peuple a une vertu et il est capable, et cette vertu, elle ne relève pas de la connaissance, ce qui va nous amener peut-être tout à l'heure à la question de la compétence. Est-ce que le peuple est compétent pour prendre et avoir le pouvoir? Mais chez les sophistes, il y a une vertu propre au peuple, aux gens, d'une manière générale, qui peut les amener effectivement à exercer le pouvoir. Et ce que va rejeter Platon, donc va dédouaner le peuple et est-ce que c'est pas un aspect du populisme aujourd'hui, c'est-à-dire où le peuple n'étant pas capable, n'a pas de capacité, c'est le lieu des instincts, c'est le lieu des sentiments, c'est le lieu des émotions, des passions, etc. Et ce peuple est critiqué comme étant incapable de pouvoir gouverner. Donc il y a derrière le populisme un versant plutôt négatif qui dit le populisme, c'est ce peuple qui veut exprimer son intérêt propre, son intérêt privé, il pense qu'à lui, et donc on ne voit pas comment il pourrait contribuer à construire un intérêt général. Il y aurait donc cette espèce d'image qui collerait au peuple et qui l'empêcherait d'une certaine manière de pouvoir prétendre à l'exercice d'un pouvoir. Mais vous vouliez l'un et l'autre intervenir ou une réaction peut-être, Madame Beauvais, écoutez, au passage. si je puis me permettre, oui, juste au passage, notre politique a quand même changé parce que je crois que les membres de la société civile, le peuple, donc, est invité sans arrêt à venir rejoindre les rangs des partis politiques, des listes électorales pour justement exercer la politique et faire part de leur expérience, de leur expertise. Et, il n'y a pas que des professionnels de la politique qui, je dirais, sont élus. Il y a aussi beaucoup de membres de la société civile qui rejoignent pour un moment donné parce que dans leur vie, ils font une parenthèse, ils ont une expertise, ils viennent. Et donc le peuple, la parole est au peuple, je dirais dans ce sens-là. Les institutions, ce qui est assez paradoxal, c'est que nous avons une société démocratique, peut-être à bout de souffle. Nous avons toutes les recettes, je dirais, institutionnelles pour permettre de valoriser la parole du peuple, et en même temps, les gens ne votent plus. Donc on peut peut-être aussi s'interroger sur cette question, parce que rendre la parole au peuple, il s'exprime, il vote, enfin il devrait voter en tout cas, et la parole du peuple s'exprime par le vote, et on s'aperçoit que dans nos sociétés, on n'est pas que la France, bien entendu, les gens votent de moins en moins. Ce qui va interpeller le modèle de la représentation dont vous parliez tout à l'heure et de la façon de l'élection, quoi. Alors, oui, Francis Leroy ou Éric, n'importe. Oui, moi, je voulais revenir sur le poujadisme. Donc, c'est à la fin de la 4e République, c'est en 1956. Donc, Pierre Poujade, qui est mort d'ailleurs en 2003, va initier en quelque sorte un syndicat professionnel des artisans et petits commerçants pour justement
s'élever contre les grandes surfaces déjà qui commencent à s'implanter, mais aussi pour s'élever contre le traité de Rome. Et aussi, et donc ils vont aux élections de 1956, je crois, il fera 2 millions de voix, et il aura 53 députés. Et dans un parti qui s'appelait à l'époque Union française et Fraternité. Et en fait, il ne restera rien quasiment à partir de la Ve République, donc à partir de 1958, sauf 2 députés qui resteront. Et parmi les 2 députés, il y a Jean-Marie Le Pen. Voilà. Mais moi, je voulais aussi révoquer par rapport à la violence. Vous avez dit que c'est intéressant quand il n'y a pas de violence, effectivement. Vous connaissez certainement comme moi ce mouvement. Alors, est-ce que c'est populiste? Est-ce que c'est carrément comme le boulangisme mais avec violence? C'est la nuit du 6 février 1934, quand les ligues d'extrême droite s'en prennent au Palais Bourbon. Et alors, c'est assez curieux parce que d'un côté, il y avait une manifestation communiste qui n'allait pas dans ce sens-là. De l'autre côté, il y avait aussi la manifestation des anciens combattants avec la ROC, qui n'allait pas non plus dans ce sens-là. Et en fait, on s'aperçoit à l'analyse que c'est effectivement les petites ligues d'extrême droite qui sont castagnées avec les forces de l'ordre et tout ça. Et ça fait des morts et tout ça. Par contre, ce qui est curieux, c'est que les historiens considèrent que c'est la première fois où le pouvoir recule devant la rue. C'est assez curieux, mais c'est annoncé. Ce qui veut dire que quelque part, c'est en fait une ouverture sur les manifestations qui peuvent éventuellement infléchir les décisions gouvernementales. Oui, je voudrais revenir d'un mot sur ce qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure, sur le fait que le populisme pouvait être une expression d'une crise démocratique, voire même, allons plus loin, d'une crise de régime. Parce qu'effectivement, quand de moins en moins de personnes participent aux élections, quand les structures politiques, qui participent aussi de la société civile, pour moi, il n'y a pas les structures politiques d'un côté et la société civile de l'autre. Les partis politiques sont dans la société civile aussi, fort heureusement. Mais qu'ils ne représentent finalement aujourd'hui plus grand-chose. Ou en tout cas, dans la société dans laquelle nous voyons, il est important de se poser les questions de notre fonctionnement démocratique et du fonctionnement démocratique que nous avons dans les pays européens et puisqu'on est aussi ici en France, dans notre pays. Je crois qu'aujourd'hui, cette crise de régime et cette crise démocratique, elle a plusieurs éléments, mais elle en a un qui me semble important, c'est que les politiques, les élus, ont plutôt tendance... Il y a 2 catégories, je dirais, d'élus. Je ne veux pas schématiser, mais je trouve qu'il y a 2 catégories d'élus. Il y a ceux qui vont, à un moment donné, accompagner la population dans le sens du message que les gens ont envie d'entendre. Ce sont pour moi des populistes. Et il y a ceux qui, à un moment donné, vont parler à l'intelligence de nos concitoyens, vont essayer de convaincre nos concitoyens. Je donne un exemple, puisque tout à l'heure, Valérie Beauvais a évoqué François Mitterrand. Si François Mitterrand, en 1981, n'avait pas le courage d'inscrire l'abolition de la peine de mort, eh bien, elle n'aurait jamais été abolie en France, puisque la population elle-même y était favorable. Et donc, on est bien là sur un politique qui affirme et qui se présente devant les concitoyens avec une idée forte, qui convainc et qui va au bout de sa logique. Et je crois que ça, c'est aussi un élément, à mon sens, important dans le cadre du débat démocratique. Alors, comme Jacques Chirac aussi, par rapport à la réforme sur l'IVG, avec Valéry Giscard d'Estaing, c'est vrai que, et là je partage tout à fait cette analyse, il faut parfois, et souvent, parce que c'est peut-être ça qui nous manque, avoir, si vous voulez, un projet de société, quitte à ce qu'il ne plaise pas à tout le monde, et pouvoir affirmer haut et fort que c'est nécessaire pour la France, d'une manière générale, et pas individuellement, puisque je crois qu'on est devenu très individualiste. C'est aussi cela qui explique le populisme aujourd'hui.
Merci. Peut-être deux remarques. La première remarque, en fait, c'est sur la crise du régime. Il est certain qu'actuellement, pas mal de Français ne votent pas parce qu'ils estiment que lorsqu'ils votent, ils n'arrivent pas au pouvoir et lorsqu'ils votent, ils ne sont pas entendus. Et simplement, ils ne sont pas entendus parce que les médias ne font pas part de leur désir de changer les choses. Donc là, on est en pleine crise de régime, je crois que c'est certain. Et d'où le populisme qui peut exister. Un populisme qui n'est pas protestataire, un populisme qui dit entendez-nous parce que nous voulons vivre, nous voulons exister. S'agissant de l'homme politique qui doit s'adresser à l'intelligence plutôt qu'écouter, il est évident que l'homme politique ne doit pas être une girouette comme certains ont pu l'être, mais qui doit présenter à la population et aux personnes qui vont voter pour lui son idée des orientations qu'il faut prendre. Cependant, n'est-ce pas un petit peu présomptueux n'est-on pas déjà dans une espèce de technocratie quand on voudrait que l'homme politique dise au peuple ce qui est bien et ce qui est mal? En tant que bon démocrate, je pense que c'est au peuple de le savoir, sans pour autant que de grands Manitou, montrant ce qui est bien et ce qui est mal, disent on veut supprimer ça, écoutez-nous parce que c'est le bien, écoutez-nous parce que c'est nous qui avons raison et vous qui êtes dans l'ignorance, vous qui êtes le peuple, taisez-vous. Peut-être des questions dans le public? Oui, j'avais peut-être juste à propos des exemples que vous avez cités, tant sur la peine de mort que sur l'IVG. Donc c'est un peu schématique, mais peut-être que ça nous aidera à comprendre. Mais d'un côté, on aurait une sorte d'expression ou de souhait du peuple de ne pas abolir la peine de mort, et de l'autre côté, un homme politique qui va contre, entre guillemets, l'intérêt du peuple. Et donc il faut que cet homme politique, sa légitimité, il va l'attirer, mais c'est la question, c'est au nom de quoi? Au nom de quoi l'homme politique va s'autoriser à aller contre un souhait populaire. À partir de là, on pourrait lui dire, mais vous n'êtes pas un homme démocratique puisque vous ne sollicitez pas ou vous ne suivez pas le souhait populaire. Moyennant quoi, le malaise démocratique dont parlait Madame Beauvais tout à l'heure se caractérise par le fait que le peuple s'oppose à lui-même, parce qu'après tout, le président ne peut gouverner qu'avec une majorité qui est elle-même issue du suffrage. Voilà. Donc, Issue de la souveraineté populaire. Attendez, on va vous donner un micro. On va vous donner un micro. Merci. Lorsque vous parlez, vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Lorsque vous affirmez, M. Quénard, que le peuple français souhaitait l'abolition de la peine de mort, qu'est-ce que vous avez comme preuve? Je dis le contraire. J'ai dit le contraire. De quel droit l'avez-vous imposé? Je dis tout simplement... Dans les pays de l'OCDE, on a des pays où la criminalité est la plus hausse. Je suis désolé, quand vous voyez des pays d'Extrême-Orient, par exemple, où la peine de mort est appliquée, c'est des pays extrêmement sécures. Je parle du Japon, de la Corée du Sud, de Singapour. De quel droit vous nous avez imposé ce taux de précarisation, de violence civile? Voilà. Pourquoi, au nom d'un idéal, un idéal fanatique, un idéal de progrès humain que je ne sais où vous avez élaboré, pour que nous vivions maintenant dans cet état de délitement total de la société? Je voudrais aussi revenir sur Madame, quand vous parlez que la démocratie fonctionne. Mais n'est-ce pas votre parti qui a enterré complètement le référendum où les Français ont majoritairement voté contre pour vous sommer à une oligarchie européenne technocratique qui elle-même est soumise à tous les lobbies d'influence? Et ça, vous faites semblant de l'ignorer. Évidemment, la démocratie fonctionne très bien. Dès que le peuple s'exprime par voix sur une question très simple, qu'il peut comprendre, il peut s'exprimer par oui ou par non, vous enterrez la décision, vous la faites passer par des organismes qui passent dessus, par le Congrès réuni exceptionnellement pour enterrer sa décision. Alors, enfin, vous avez sur sans le doute populisme de raison, M. Trump, et c'est assez excusez-moi, factuel. parlez-vous, excusez-moi, mais est-ce que vous parlez aussi de tous les lobbies, de tous les milliardaires qui soutiennent de façon souterraine Madame Clinton, qui l'impose des réformes sociétales? Est-ce que tout ça, vous en faites part au peuple? C'est bien facile aussi de dénoncer un populiste quand l'homme est seul sur le terrain, sur le champ de bataille, mais tout ce qu'il y a, les sociétés de pensée, je pense que vous voyez exactement ce dont je parle, qui vous soutiennent, qui soutient vos partis, qui vous financent, ça vous n'en faites pas part. Tous les médias qui vous mangent dans la main, dès qu'un élu du Front National est invité, il ne fait que de se faire insulter par des néologismes débiles comme populisme, qui devrait être plutôt, je suis désolé, une forme de quelque chose de respecté, parce que c'est la volonté du peuple, et pas de votre petite caste de politicards qui vivent dans l'entre-soi en permanence.
Alors, je ne vois pas en quoi ça peut être négatif. Est-ce que vous pourriez donner donc en résumé non, mais au-delà. Alors, on évite les adresses. Écoutez, j'ai juste l'impression en tant que citoyen d'avoir deux technocrates qui vivent dans un monde parallèle. Monsieur, attendez. On évite les adresses ad hominem. On essaie de. Non, mais. On parle pas d'ad hominem. Je parle de leur parti. Vous demandez à des personnes de rendre compte, etc. Non, sur des faits précis. Est-ce que vous voulez bien. Sur le référendum européen. On va. Oui, mais on a pointé qu'il y avait un écart entre le peuple et les élites. Et je crois que les exemples que vous donnez confirment cet aspect-là. Donc d'une certaine. On parle Comment pas de ça. Si. Ce que vous appelez populiste, c'est simplement que les gens ne se sentent plus représentés du tout. Oui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition que le peuple ne se sent plus représenté? Je ne comprends même pas l'objet du débat. Non, mais est-ce que pour vous, c'est une bonne définition du populisme? Pour voir le degré de mauvaise foi que vous pouvez avoir, c'est ça qui est sidérant. Non, mais le degré de mauvaise foi que vous pouvez avoir dans le fait. On va vous imposer de force. De toute façon, on a décidé que l'évolution serait ainsi. Vous parlez de l'immigration. On a décidé de Attendez, force que monsieur, vous multipliez les sujets. On va s'arrêter sur chacun. Non, mais alors, résumez votre lien. C'est l'Union européenne qui a imposé toutes ces choses-là. Non, mais résumez votre lien par rapport au populisme et à la démocratie. Dites-nous en 2 mots quel est votre point de vue sur le populisme. Ce que vous appelez populiste, c'est quand le peuple ne va pas dans le sens du politiquement correct et de la planification mondialiste des élites pour lesquelles messieurs, dames marchent. Est-ce que vous retenez cette définition? Monsieur. Voilà, c'est ça. Front National, méchant, pas beau. Hein, voilà. Bon, alors. C'est ça, on est en attendez, démocratie. monsieur, est-ce que vous retenez cette définition? Quelle est votre définition du populisme? C'est un terme inventé par les médias. Non, parlez près du micro. Pour faire croire au peuple. Non, mais quelle est votre définition? Je ne vous demande pas des médias. Quelle est votre définition? C'est une invention sémantique, médiatico-politique pour décrédibiliser l'intelligence du peuple, sa capacité de pouvoir exprimer ses opinions et lui imposer de force des idées qui seraient un progrès immanent, perpétuel et qu'on ne peut absolument pas renier, donc que les élites veulent nous imposer. C'est une instrumentalisation d'un mot pour effectivement porter une critique. Même, la façon dont ils ont réagi quand j'ai parlé de M. Philippot. Ce que vous voyez, je ne le vois pas forcément. Mais simplement, non. Voilà, vous le voyez tous les jours dans les médias si vous regardez les médias de masse. Dès qu'on ne va pas dans le sens du politiquement correct, monsieur, tout le monde se met à hurler. Mais vous l'avez dit, d'accord. J'attendais d'ailleurs que vous me parliez de Vichy. Bon, ça va, on a été Pouget, Boulanger. Peut-être que la démocratie, c'est aussi d'accepter qu'il y ait de la contradiction et des réponses. Drummond aussi, tant qu'on y est. La démocratie, c'est aussi accepter qu'il y ait des réponses, de la confrontation, et pas simplement d'être dans le monologue, si vous en êtes d'accord. Vous nous avez interpellés. Permettez-nous de répondre. Eric. Non, mais là, c'est M. Kénard, vous répond directement, sans médias interposés. Voilà. Allez-y, répondez. C'est le contact direct qui permet effectivement de vous répondre directement. Vous posiez la question sur l'exemple de la peine de mort, puisque revenons-en, puisque c'est celle sur laquelle vous m'interpellez. C'est un projet politique qui a été présenté aux Français, sur lequel les Français ont voté. C'est bien de la démocratie quand les Français votent et qu'il y a une majorité qui s'exprime. Et donc, ça a été mis en pratique. Et donc, je considère que c'est un progrès pour la démocratie et c'est un progrès pour la conception que je me fais aujourd'hui, effectivement, d'un pays démocratique, d'un pays qui évolue dans un sens, aujourd'hui, dans un sens, plus positif. Voilà, tout simplement. Madame Beauvais ? Je voulais juste ajouter qu'un candidat à la présidentielle qui présente un projet connu de tous, le dernier président, qui est encore président d'ailleurs, a présenté un certain nombre de points, de propositions qui a priori ont plu à une majorité de Français puisqu'il a été élu. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'il applique les propositions pour lesquelles il a été élu. Pardon ? Non, mais écoutez, il a été élu sur un programme. Bah, il a présenté un programme, en tout cas. Bon, je ne vais pas défendre M. Hollande, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais si vous voulez... Non, mais attendez, je ne veux pas répondre pour M. Hollande. Je dis simplement qu'un candidat à la présidentielle, il y aura des présidentielles bientôt, va présenter un projet. Et après, les Français sont libres de voter pour qui ils veulent. Et c'est tout.
Oui, ce qu'il nous C'est faut ça, la examiner, démocratie. ce qu'il nous faut examiner, c'est ce modèle-là. Est-ce que vous, monsieur, est-ce que vous pouvez répondre? Là, il est proposé, monsieur, il est proposé un modèle, c'est-à-dire que un président donc fait des propositions au peuple. Non, mais c'est pas le problème. Le question, c'est après, c'est une autre modalité, mais ensuite, c'est proposé au suffrage universel. Les gens votent et approuvent le programme. Alors après, qu'il soit respecté ou pas, c'est un autre problème. Et c'est un problème important, vous avez raison de le souligner. Mais est-ce que c'est suffisant justement pour l'exercice de la démocratie parce que la légitimité, c'était ma question, la légitimité, elle vient là, non pas au nom d'un idéal qui tomberait du ciel, mais elle vient, enfin en partie, mais elle vient essentiellement d'une validation par le peuple d'un programme et par son vote. Et donc, est-ce que ce modèle-là, il est viable, il est suffisant, puisque on a tendance à considérer que, notamment par exemple, le référendum est la meilleure voie d'expression directe du peuple. Est-ce que le suffrage universel est une modalité suffisante pour ce que Rosan Vallon appelle une démocratie d'exercice? Alors, je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, c'est le modèle qu'on a pour l'instant et qui fait partie de nos institutions depuis 1958. Voilà. Alors après, si vous voulez, le moyen de faire valoir ses idées, c'est aussi de s'engager en politique. Je crois qu'aux élections locales, il y a possibilité de faire en sorte de faire valoir des idées pour sa ville, pour sa région, pour son département. Et il y a différentes façons de s'engager en politique. La démocratie veut qu'aujourd'hui, au niveau de l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme d'un homme ou d'une femme, bien entendu, avec les Français sur un projet. Ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas. Après, évidemment, vous l'avez signalé, la question du respect des engagements se pose, parce que quand on exerce le pouvoir, et pour ceux qui ne l'ont pas encore exercé et qui l'exerceront peut-être un jour, il y a différentes façons d'être confrontés après aux problématiques de notre société. Je crois que ça n'est pas chose facile d'exercer le pouvoir. Mais en tout état de cause, je pense qu'au départ, celui ou celle qui concocte son projet le fait par rapport à des valeurs aux valeurs qui sont les siennes et propose aux Français en fait d'adhérer ou de ne pas adhérer. Monsieur Philippot. Oui, je dirais en fait, pour ne pas faire du tout de politique politicienne, hein, que il est très intéressant en fait que l'approche historique a été donnée. Et d'autres historiens ont indiqué que 2 millions de votants qui s'étaient prononcés en fait pour le responsable en fait du mouvement poujédiste avaient mis en place une cinquantaine de parlementaires au niveau du Parlement. Cinquantaine de parlementaires. On a plus de 7 millions de personnes qui sont prononcées et on en a 2. Alors, je crois qu'on a là un exemple à la fois de la difficulté qu'on peut avoir à se faire représenter, du système qui protège et qui duplique. Le système est fait pour se dupliquer et dupliquer les gens qui sont en place. Et donc, a priori, du déficit démocratique qui peut expliquer que toute une série de personnes en viennent à une approche qui sera davantage populiste dans le mauvais sens du terme, ou populiste dans le bon sens, en disant écoutez-nous, actuellement, le système nous empêche d'être présents. Et le système nous empêche d'autant plus d'être présents qu'il change les règles au fur et à mesure des différentes positions, c'est-à-dire en fait le jour où éventuellement on pourrait voir que nous serions majoritaires, tout à coup on va passer à la proportionnelle pour qu'on ait quelques difficultés à gouverner. Donc le système en place évolue en fonction de la réalité qui existe. Donc je crois qu'on est dans des déficits démocratiques qui est certain. Et c'est actuellement un élément qu'on est en train de dénoncer. Quant à l'importance de la personne qui doit donner son point de vue par rapport au peuple, je crois que c'est essentiel.
Je ne pense pas qu'on ait tenu un langage particulièrement démagogique. Au contraire, quand tous les médias étaient en train de crier contre nous, on continuait. Ça fait 40 ans qu'on a quasiment le même discours. Donc le discours que l'on tient n'est pas populiste au mauvais sens du terme. Il est un discours porteur de valeurs. Et on le fait face à un pouvoir qui sait parfaitement rester en place. Oui, Éric Quénard. La question du débat démocratique, c'est d'abord une confrontation d'idées et de propositions. Et je crois qu'à un moment donné, le peuple est souverain. C'est lui qui tranche, au final, à travers un certain nombre d'élections. Et notre responsabilité d'acteurs politiques, là où nous sommes, eh bien, c'est de faire en sorte que le débat démocratique soit le plus éclairant possible pour nos concitoyens. Le plus éclairant, c'est-à-dire on a effectivement des différences, il faut qu'on les exprime afin que le choix de nos concitoyens soit le plus éclairé possible. Mais je veux ajouter une chose, c'est que le rendez-vous électoral, il est tous les 5 ans pour les parlementaires, tous les 6 ans pour les mairies, mais entre-temps, c'est là qu'est la véritable question. Comment, entre-temps, nos concitoyens puissent jouer un rôle actif dans la vie de la cité. Valérie Beauvais évoquait la question des conseils de quartier. Comment imaginer, comment travailler à faire en sorte qu'en dehors de ces temps électoraux, parce que là encore, les élus, ils sont là aussi pour rendre compte. Ce n'est pas parce qu'ils ont été élus il y a 2 ans qu'ils ne rendront compte que dans 4 ans. S'ils sont élus municipaux, ils doivent rendre compte en permanence, au contact des concitoyens. Moi, j'avais, à l'époque où nous étions en responsabilité avec Adeline Hazan, mis en place un système où chaque année, nous rencontrions l'ensemble des conseils de quartier pour rendre compte de l'exécution du mandat sur lequel nous avions été élus. Donc, on confrontait les points de vue, on allait à la rencontre de la population, il pouvait y avoir des insatisfactions, il pouvait y avoir des satisfactions. Il y avait une vraie discussion. C'est-à-dire que ce n'est pas un mandat qu'on laisse, ce n'est pas une feuille qu'on signe, une feuille blanche qu'on signe pendant 6 ans et sur lequel on n'a pas de compte à rendre entre les deux. Je donne cet exemple, mais je pourrais en donner d'autres. C'est le cas également des parlementaires, ça peut être le cas des élus nationaux. Je crois qu'il est important pour la démocratie, pour qu'elle respire, qu'il y ait de nouveaux lieux, de nouveaux espaces où nos concitoyens puissent agir, puissent interpeller, puissent confronter avec le politique. Est-ce que, par exemple, on parle de démocratie continue, c'est-à-dire quelles seraient les modalités qui permettraient justement un contrôle continu, pardon l'expression, mais justement, par rapport à ce que disait monsieur sur le respect des engagements, éventuellement de pouvoir aller à des procédures d'empêchement ou de révocation. Quelle serait votre position par rapport à ce type de proposition? Alors, je vais donner un exemple qui ne répond peut-être pas complètement à votre question. On voit émerger dans plusieurs médias ce qu'on appelle les décodeurs, le scan, des journalistes qui viennent analyser les discours des politiques pour dire est-ce qu'effectivement on dit des choses exactes ou on dit des choses qui sont totalement inexactes. La crédibilité du discours politique, c'est aussi d'être capable de dire des choses qui sont réelles et pas d'inventer et pas de jouer sur les peurs comme parfois ça existe, sur des faits qui sont totalement inexacts. Et donc ça, sur cette question-là, je pense que c'est un élément que je souhaitais préciser. Maintenant, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a le temps démocratique. Et le temps démocratique, c'est le temps de la sanction, ou pas. Soit on considère que l'action qui a été conduite pendant 4 ans, 5 ans ou 6 ans a donné satisfaction à la population et généralement les élus qui se représentent sont réélus. Soit on considère qu'ils ont échoué, soit parce qu'ils n'ont pas rempli les engagements qu'ils avaient pris ou autres. Et là, le pouvoir souverain du peuple est amené à interagir et à faire le choix. Donc le rendez-vous, il est tous les 5 ans. Pour moi, le rendez-vous, c'est le rendez-vous démocratique. Il n'y a pas de rendez-vous intermédiaire
qui permettrait ce que Valérie Beauvais évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que pendant 5 ans, le peuple, enfin sauf sous des formes de démocratie participative que vous avez mentionnées, mais sur le vote un peu sanction quand même, hein, sanction dans le sens positif ou négatif, mais il n'y a pas de temps intermédiaire où le peuple pourrait être amené à nouveau à se prononcer. Il y a deux choses en fait. Les élections nationales ont lieu, donc les présidentielles et législatives tous les 5 ans, peuvent donner une majorité, et aux élections intermédiaires, si les gens ne sont pas contents, et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises de la politique menée au niveau national, ils sanctionnent dans les élections intermédiaires. Les exemples sont assez, je dirais, révélateurs. En 2012, la gauche accède donc à la présidence de la République avec les législatives qui suivent. Et en 2014, beaucoup de mairies sont repassées à droite après. Et en 2015, les régions également. Donc, si vous voulez, et les départements, j'ai oublié. Moi, je voulais juste revenir 2 secondes sur le local. Moi, je suis un élu local, comme d'autres ici autour de cette table. Et c'est vrai que notre liste, menée par Arnaud Robinet, député maire, à l'époque candidat, avait un certain nombre de propositions faites aux Rémois. Des propositions que moi je suis adjointe, qu'en tant qu'adjointe, j'ai toujours dans mon bureau. Et je dirais, en ce qui concerne ma délégation, je vise à regarder à chaque fois tout ce qui est fait et tout ce qui reste à faire. Et en fait, les électeurs nous ont élus, sûrement, sur le projet, et certainement d'ailleurs sur le projet que nous avons présenté. Et Éric Quénard l'a dit également, bien entendu, et je crois que M. Philippot partage cet avis, si les électeurs, enfin les Rémois ne sont pas contents, ou en tout cas estiment que nous n'avons pas rempli notre mission, ils nous le feront savoir en 2020. C'est la démocratie, il me semble. Alors, pour revenir 2 secondes sur les conseils de quartier, alors moi, en tant qu'adjointe à la voirie, circulation, stationnement, je vais à quasiment l'ensemble des plénières des conseils de quartier. Et là, je suis en liaison directe avec les Rémois qui m'interrogent évidemment sur ma délégation, bien entendu, parce que je ne vais pas répondre pour les autres, et parce que ça fait partie des délégations du quotidien. Et je crois ce qui plaît encore à peu près dans l'élu local, c'est qu'on peut l'engueuler en quelque sorte parce qu'il est accessible. Je pense que l'élu local a encore les faveurs de la population, je le pense encore pour quelque temps. Allez-y, monsieur Philippot. Oui, alors peut-être 3 remarques. Alors tout d'abord, je pense que dans toute consultation, tout peut être truqué. Je n'irai pas jusqu'à donner des précisions particulières du référendum qui a lieu en Algérie pour savoir si l'Algérie devait devenir algérienne ou rester française, mais je crois savoir, sur le plan historique, que les bulletins ont été faits de telle façon que la thématique, la couleur, était quasiment celle qui était attendue par ceux qui voulaient l'indépendance. Donc en fait, dans toute consultation, il y a possibilité de tromper le peuple et de le faire aller dans une certaine direction. Et c'est là peut-être le danger de certaines consultations. Deuxième point, je dirais qu'actuellement, s'il y a un vrai déni de démocratie et si actuellement on peut souffrir du fait qu'il n'y en a pas assez, eh on en a un exemple très clair. Votre argent, le mien, sont dans des banques. Ces banques actuellement refusent à une candidate qui quand même met 7 millions de voix qui votent pour elle de lui prêter de quoi se présenter à l'élection présidentielle. Je crois là qu'on est en plein déni démocratique et qu'il fallait le souligner. Alors ensuite, certains vont reprocher qu'elle aille à l'étranger pour quémander quelques crédits quand les banques françaises refusent le minimum de possibilités d'aller dans la démocratie. Troisième point, référendum populaire. Oui, il y a des possibilités en cours de mandat et un référendum d'initiative populaire pour lequel nous sommes particulièrement partisans permettrait à la population de s'exprimer sur des dossiers sur lesquels l'élu n'a pas d'orientation particulière et de lui dire, voilà, on veut ça, maintenant il faut un référendum sur ce domaine et ce serait une vraie possibilité pour le peuple de s'exprimer au-delà des partis, au-delà de ceux qui pensent parler pour eux. Il faut que le peuple parle par lui-même. Et le référendum se déclenche à partir d'un million de voix, 1 million de il y a des possibilités, voilà, ou... totalement. Il y a des possibilités qui pourraient être tout à fait envisagées. Évidemment, il ne faut pas en faire
partout et constamment au plan national. Ça peut être exactement comme pour l'initiative ICE européenne, avec un certain nombre de personnes, un certain nombre de pays pour l'ICE. Mais en France, ça pourrait être 1 million de voix, avec une répartition par région. Le dossier, je ne vais pas le présenter, mais le référendum d'initiative populaire pourrait très bien être cadré et permettre à la population de s'exprimer. Ce n'était pas une disposition qui était prise ou envisagée Envisagée, mais il y a beaucoup de choses en France qui sont envisagées et qui ne sont jamais appliquées, envisagées avant l'élection et qu'on oublie rapidement une fois qu'on est élu. Je voulais faire 2 observations. Oui, la première concerne cette caractéristique du populisme d'être justement en demande d'une démocratie directe, je dirais, c'est-à-dire en contrôle du peuple, des électeurs sur le travail de leurs élus. Alors, je ne doute pas que pour l'administration locale, ça soit une chose souhaitable et sans doute réalisable, au moins en partie. Pour ce qui est du gouvernement politique, économique, etc., d'un grand pays, on se heurte à une difficulté qui est celle du court terme. On reproche souvent aux politiciens, dans un sens péjoratif, d'agir pour le court terme parce qu'ils veulent avoir un succès immédiat, qu'importe si ensuite ça provoque des catastrophes. Proposer au peuple, aux électeurs, de sanctionner une politique pour les résultats qu'elle obtient en quelques mois, c'est peut-être se condamner à faire fausse route et à changer de cap en permanence. Enfin, bon, je pense bien sûr, sans porter de jugement de valeur sur le résultat final, je pense à la politique économique du quinquennat actuel, dont on a dit qu'il ne pouvait porter ses fruits qu'au bout de quelques années, alors qu'on attendait un résultat tout de suite. Voilà. Oui, Éric Quénard. Je trouve que cette question de temporalité est extrêmement importante. Elle est importante parce que le temps citoyen et le temps des élus et le temps de l'action publique n'est pas le même. Le citoyen, et c'est bien normal, il est sur un temps immédiat, il est sur l'immédiateté. Il attend de ses élus une réaction et une solution de son problème le lendemain où il l'a posé. Or, parfois, il y a une complexité, parce que le monde est complexe. Et c'est pour ça que dans le populisme, il y a aussi une simplification des complexités du monde, comme si il suffisait d'un claquement de doigts pour que les problèmes du monde soient réglés. Le monde est complexe. Il faut que nous acceptions aussi la complexité du monde. Et donc, parfois, y compris sur les procédures administratives, quand on gère, par exemple, une collectivité, eh bien, il y a des procédures, il y a un temps administratif nécessaire, réglementaire, légal, qu'il faut respecter pour que les choses se mettent en place. Et donc, parfois, il y a aussi ce creusement de fossé entre l'instantané, le citoyen qui a une demande instantanée, et le temps de réponse du politique et de l'élu. Et vous évoquiez à juste titre des grandes politiques publiques, des politiques économiques ou autres qui peuvent être contestées naturellement, mais qui ne, bien souvent, produisent leurs effets qu'à moyen terme. Parce que, évidemment, quand on pilote un paquebot, eh bien, entre le moment où on commence à faire bouger la ligne et puis le moment où, effectivement, le virage est pris, eh bien, il se passe un petit peu de temps. Et donc, ça aussi, c'est une question de temps long. Et je crois que nous perdons, dans notre démocratie, le sens du temps long, le sens même du sens commun, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et comment on peut avancer ensemble dans une direction. Monsieur Philippot ? Je dirais en fait que je suis en partie d'accord avec ce que dit Éric Quénard. Il y a un problème de temporalité qui se pose. Le politique intervient dans la durée, mais il est contraint par la nécessité de trouver des résultats, d'avoir des résultats pour être élu. Ce qui l'amène éventuellement à mettre des inflexions dans son programme. C'est toute la difficulté du politique actuellement dans le cadre d'une élection qui va durer 5-6 ans. Là c'est le point avec lequel je suis entièrement d'accord. Par contre, je mettrai quelques réserves en revenant sur la thématique du populisme, sur le fait que le populiste pourrait ne pas avoir une vision à longue échéance et ne penserait que dans l'immédiateté. On peut être du peuple et on peut être populiste et avoir une vision globale de l'histoire en voyant les différents inconvénients qui peuvent exister dans les choix qui ont été faits,
sans pour autant dire non, il n'y a que le politique qui peut le dire. L'histoire est là pour nous donner des exemples précis sur les conséquences qui peuvent exister dans les différents choix. Et le populiste, celui qui est du peuple, peut être conscient de ces exemples et peut donc parfaitement avoir une vision claire, sans pour autant qu'on veuille lui imposer une vision technocratique de celui qui connaîtra, de celui qui connaît, de celui qui sait ce que va être demain. Non, le peuple peut être savant aussi, et la connaissance n'est pas uniquement le fait du système et de ceux qui sont en place. Donc là, il y a une sorte de réhabilitation. Alors, ce que vous disiez, Madame Beauvais, tout à l'heure, à propos des experts qui participent au conseil de quartier, ici, vous contrariez l'idée selon laquelle le peuple serait un peuple d'instinct, dans l'immédiateté, mais un peuple capable de réfléchir, donc de revenir à la question de la compétence. Et il me revient cette idée que, en fait, c'est l'exercice de la démocratie qui rend compétent, et c'est pas la compétence qui rend démocrate. Et critique sous-jacente de l'expertise. Et alors, par rapport à cette question, c'est-à-dire est-ce que la compétence, comment est mobilisée cette compétence du peuple? Alors, elle est mobilisée dans les conseils de quartier, mais comment mobiliser cette compétence, régulièrement cette compétence du peuple, pour intervenir dans les affaires qui le regardent, et pas simplement tous les 5 ans ou éventuellement dans des élections intermédiaires? Comment enregistrer, comment tenir compte de cet aspect? Si vous me le permettez, juste 2 secondes revenir sur ce que ces messieurs Oui. viennent de dire, et vous dire que je suis dans l'ensemble à peu près d'accord. Le temps du politique, le temps du citoyen, le temps administratif sont 3 temps évidemment espacés et à respecter. Mais je crois ce qui rend... quand on parle d'immédiateté, c'est aussi peut-être un peu à la presse qu'on le doit, aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est l'immédiateté. On envoie un message, on veut une réponse aussitôt, puisque le message est envoyé, et donc on est tranquille, on sait qu'il va parvenir au destinataire, et on veut une réponse. On est dans l'exigence, peut-être aussi parce que on est très préoccupé par ses problèmes personnels, je dirais ses problèmes quotidiens personnels, et on n'a pas une vision en fait d'ordre général. On a une vision d'ordre général moins développée qu'on avait peut-être dans les années 60-70. Voilà, je crois que notre époque, il faut vivre vite, et en même temps, on passe à côté de beaucoup de choses sans doute, mais l'immédiateté s'explique peut-être aussi par les médias qui nous exposent à beaucoup d'informations qu'il faut prendre tout de suite, et puis les réseaux sociaux qui nous invitent à aller très très vite. Donc, mais d'une certaine manière, dans votre... Oui, c'est pour ça que je vais vous relancer. Derrière, c'est bien sûr l'immédiateté. Mais pourquoi l'homme politique, lui, ne serait pas non plus sensible justement à la pression, aux pressions, à l'immédiateté, à répondre tout de suite? On le voit fréquemment, l'homme politique, à peine quelque chose se passe, il se déplace, il réagit, il commente, et puis après, le lendemain, il est encore sur un autre terrain. Et il me semble que la question... Alors, c'est sans doute lié peut-être à une évolution de notre société, qui oblige peut-être à ce type de démarche, mais il me semble que l'expertise, est-ce qu'elle n'est pas partagée aussi bien par l'homme politique que par l'homme du peuple, y compris? Jusqu'à preuve du contraire, l'homme politique est aussi un homme du peuple oui. au départ. Je dirais qu'il ne manque que l'engagement à l'homme du peuple pour entrer en politique. Nous sommes tous issus du même endroit, si je puis dire. Et après, il y a ceux qui s'engagent et ceux qui s'engageront. Après tout, on peut conjuguer au passé, au présent, au futur le mot s'engager. Simplement, moi, je voulais juste dire, c'est vrai que les hommes et les femmes politiques que nous sommes, notamment les élus locaux, nous sommes en réactivité toujours avec la population, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Mais ça n'est pas simple parce que Éric Quesnard l'a dit, il y a l'aspect réglementaire, l'aspect juridique, l'aspect technique qui entre en ligne de compte. Et les grands projets que nous menons actuellement sur la ville de Reims, notamment le projet Grand Centre, si vous voulez, entre le moment où les Rémois ont choisi de nous faire confiance pour mettre en œuvre ces projets et le moment où ils se réaliseront, nous serons probablement vers la fin du mandat. Et si vous voulez, parce que tout ça prend du temps administratif, du temps technique, du temps réglementaire, du temps juridique. Mais bon, j'imagine que les Rémois qui font confiance vont voir d'ici peu les choses bouger et donc vont comprendre que les choses vont se faire. Mais il se passe du temps. Ça ne peut pas se faire aussi vite que nous le souhaiterions. Et je crois qu'on est un certain nombre à le déplorer, mais c'est comme ça. Oui, je ferai 2 remarques. En fait, la première sur les réseaux sociaux. Je crois que les réseaux sociaux sont un moyen d'expression directe, mais qui serait particulièrement pas très sympathique de dire qu'ils sont un moyen qui ne permet pas de réfléchir. Les réseaux sociaux renvoient généralement, si on faisait une analyse en fait du fonctionnement des réseaux sociaux, ils renvoient à des articles qu'ils critiquent ou qu'ils approuvent dans leur contenu. Donc les réseaux sociaux partent du réel. J'allais dire d'une approche quelque peu aristotélicienne, ils ne partent pas simplement de quelque chose de fumeux, ils partent du réel, de ce qui existe. Et ils le critiquent ou ils le démolissent. Donc les réseaux sociaux, par contre, étant moyen d'expression directement de la personne, sont un moyen de démocratie directe, qui est totalement appréciable, qui permet de sortir de cette opposition qu'on a, de cette impossibilité qu'on a de s'exprimer à travers des médias qui appartiennent à quelques banquiers. Alors, deuxièmement, le peuple. Nous sommes tous du peuple. Écoutez, moi, je suis un petit peu surpris du fait d'apprendre que les hommes politiques sont tous du peuple. Je pense que le 19e siècle a montré quasiment qu'on a eu quasiment en 89 le passage d'une aristocratie qui était une aristocratie de sang à une aristocratie de l'argent, qui tient quasiment actuellement tout le monde politique depuis le 19e siècle, et qu'on est actuellement dans le cadre de véritables dynasties qui existent, mais qui existent depuis le 19e siècle, y compris d'ailleurs dans les grandes écoles. Je crois qu'il faut quand même bien le dire. On est énarque et on va avoir son fils qui va être énarque, parce qu'on a la possibilité de le mettre en place à Paris pour préparer dans de bonnes conditions et que celui qui est loin de sa province n'a pas la possibilité de l'être, parce que le professeur qui va l'interroger est celui que l'on connaît ou celui au moins qui est à Paris. Donc tout se duplique. Donc pseudo-démocratie peut-être, et c'est au peuple à nouveau de réapprendre à exister. Pour l'historien, est-ce qu'il y a une sociologie du peuple élu? Moi, je voudrais déjà intervenir sur les réseaux sociaux, parce que l'histoire, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà été sur des forums, mais c'est hallucinant. Il y a des messages de haine et autres, je veux dire, c'est assez délirant. En plus, il y a des rumeurs qui courent, même Facebook, et je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut se méfier. À la limite, c'est l'histoire des 50 langues d'Ésope et des 50 langues d'Ésope. Ce qui était le plus positif pour l'être humain, il apporte 50 langues, et ce qui est le plus négatif, il apporte 50 langues. Donc il faut se méfier. Effectivement, il y a une espèce d'immédiateté, mais je pense qu'il doit y avoir une lecture critique. Moi, je voudrais intervenir aussi sur ce point. Il y a quand même ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle la démocratie en un clic, c'est-à-dire qu'il y a des actions citoyennes qui sont menées sur les réseaux, des pétitions, des élections, des manifestations, des convocations de manifestations grâce aux réseaux sociaux. Donc il y a un exercice, il y a une intervention. Alors on va utiliser le mot peuple puisque c'est celui que nous avons, mais il y a une intervention. On pourrait aller même l'intervention des lanceurs d'alerte, l'intervention sous des formes quelquefois un peu plus raides des hackers. Il y a effectivement sur le net, il y a une activité, quelquefois une agitation ou un activisme, mais en tous les cas, il y a une activité sur le net qui bouleverse un peu la relation que les individus peuvent avoir avec leurs élus. Et je ne parle pas, après, à côté de cela, de tout ce qu'on appelle les minorités agissantes, qui sont en grand nombre maintenant sur différents terrains et qui sont aussi des formes d'expression. Alors peut-être que là-dessus, vous voulez vous exprimer. Je crois qu'il y a des questions dans la salle. Oui. Aussi. Alors, est-ce que... Allons-y. Madame.
Et puis monsieur devant. Oui, bonsoir. La semaine dernière, il y a eu une conférence à Sciences Po qui a été donnée par Martial Foucault, qui est le directeur du CEVIPOF, et qui a parlé en particulier qu'il y avait une crise de la démocratie représentative. Il y avait un malaise de la démocratie représentative qui se traduisait par la contestation, donc l'abstention au niveau des élections, etc. Alors, une de mes questions, c'est de savoir, au niveau de chacun, comment vous voyez imaginer d'autres formes de démocratie pour faire face à ce malaise où il parle, Martial Foucault aussi, de crise, des crises, il le dit dans les termes, des pratiques de représentation. Non pas des institutions, mais des crises des pratiques de représentation. Voilà, donc qu'est-ce que, au nom des différentes parties, quelle option vous voyez pour donner une autre place à la démocratie, d'autres formes de démocratie? Oui, je pense que cette question est particulièrement intéressante. Il faut redonner un nouveau élan à la démocratie. Alors, comment redonner un nouveau élan à la démocratie? Je pense déjà en libérant la démocratie, en libérant le peuple, qui puisse s'exprimer plus facilement. Je donnais l'exemple tout à l'heure en fait de cette difficulté qu'il y avait à trouver des crédits pour se présenter. Je pense que c'est totalement inadmissible. Mais je pense qu'en fait que l'approche peut être aussi institutionnelle. L'approche peut être institutionnelle en prévoyant des référendums d'initiative populaire. Elle peut être institutionnelle en précisant en fait, par exemple qu'on pourrait qu'on pourrait avoir une représentation à la proportionnelle, de façon à ne pas avoir un système qui fait qu'on a un système d'alliance entre personnes, entre partis, pour empêcher un autre parti qui comme représente entre 20 et 30% de la population d'être présent au niveau parlementaire. Et je crois que ce serait déjà une avancée considérable qui permettrait peut-être de débattre en toute quiétude. Voilà. Mais c'est assez rapide comme question, j'en conviens. Cette question. Les recettes que vous citez ont déjà été quand même un peu expérimentées. La proportionnelle pour législative, par exemple, en 1986, ont déjà été expérimentées et n'ont pas été poursuivies. Voilà. Donc après, on en tire les conclusions, ou en tout cas... peut-être il aurait fallu poursuivre, je ne sais pas, je ne suis pas habilitée à dire parce qu'en fait, je ne suis pas non plus, je dirais, compétente pour le dire. Mais il existe quand même, nos institutions sont quand même démocratiques. Moi je suis une femme. Le droit de vote des femmes, c'est pas il y a si longtemps que nous l'avons obtenu, et je remarque pour retenir des bureaux de vote que les femmes ne votent pas assez. Et pourquoi ? Par exemple, c'est quelque chose une question qui effectivement me taraude un peu, puisque le vote des femmes, si durement obtenu, visiblement, les femmes ne votent pas, ou certaines encore votent comme leur mari. Hein, on entend un peu ça dans les rendez-vous électoraux. Alors, quoi faire de plus ? C'est effectivement, pourquoi pas, donner la parole au peuple sous forme de référendum quand c'est nécessaire. Hein. Le général de Gaulle, en 1969, a décidé de faire un référendum. Il en a tiré les conséquences, il est parti. C'est le principe de la parole au peuple. Mais ça, si vous voulez, si on multiplie les référendums, comme vous avez l'air de le suggérer, Monsieur Philippot, le référendum, il faudra trouver autre chose, parce qu'au bout d'un moment, il sera également à bout de souffle, en fait. Donc, il faut peut-être l'utiliser dans les grands moments, les grandes circonstances, et surtout, et là, je vais faire plaisir à la personne en face de moi qui m'a posé la question, peut-être respecter le vote des citoyens à ce moment-là. Éric Quénard. Par rapport à votre question, on a effectivement la question de la démocratie représentative, mais il existe aussi la démocratie sociale, il existe aussi la démocratie participative, et elles ne se portent pas forcément, elles aussi, en grande forme. Elles ne sont pas aussi en grande forme. Et donc,
la problématique démocratique au sens large est un véritable chantier. On voit bien les débats à l'Assemblée nationale sur la représentativité syndicale. On voit quand des entités, je vais prendre un exemple, mais qui sont censées représenter les acteurs, les forces vives de certains territoires, quand il y a des élections dans des chambres de commerce, par exemple, où il y a 10% du corps électoral qui vient voter. C'est-à-dire que la crise, c'est pour ça que je me permettais tout à l'heure d'employer peut-être un terme qui est fort, mais quand je parle de crise de régime, c'est que je considère aujourd'hui que nous avons tous les espaces qui devraient être des espaces où vit la démocratie, où vit la représentation, où vit l'action du citoyen engagé, sont aujourd'hui en proie à de graves difficultés et de graves dysfonctionnements. Alors comment on peut essayer de sortir de ça ? Peut-être en essayant d'inventer de nouveaux espaces, de nouveaux lieux. J'évoquais la question de la temporalité. Valérie Beauvel n'a pas repris cette question, mais ça touche aussi aux questions de voirie. On avait mis en place un système qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Reims Contact. Reims Contact, c'était la possibilité pour n'importe quel citoyen dans la ville qui voit une problématique, un trou dans la voirie, un lampadaire défectueux, une poubelle qui n'est pas vidée, etc. Des problématiques du quotidien qui pourrissent la vie de nos concitoyens. Eh bien, on a la possibilité immédiatement de saisir, via le site internet de la collectivité est généralement de manière hyper réactive, les services de la collectivité interviennent. Donc, quand je vous dis tout à l'heure temporalité, il y a des temporalités, il y a une hyper-réactivité qui est possible sur un certain nombre d'éléments pour apporter des réponses, et puis il y en a d'autres qui nécessitent plus de temps parce qu'il y a des procédures qui sont à remplir. Donc, ce n'est pas la démocratie représentative seule, malheureusement, qui est en crise. Je crois que c'est la démocratie au sens large. Monsieur, vous vouliez poser une question. Merci, bonjour. Alors, on a été invité à un café philo, c'est-à-dire un débat philosophique sur la question du peuple, puisque la seule chose qu'il y a de commun entre démocratie et populisme, c'est qu'il y a le mot peuple dans les deux. Mais c'est deux approches différentes, puisque la démocratie, on est plus dans de quelle configuration institutionnelle a-t-on besoin pour vivre ensemble, et dans le populisme, on est plus dans quelque chose qui relève de la rhétorique de conviction. Mais les deux me posent problème, et le débat, il a plus parlé de populisme pour parler ensuite de démocratie. Mais les deux me posent problème. Pourquoi ? Parce que démocratie, ça veut dire pouvoir au peuple. Et pouvoir au peuple, ça veut dire quoi ? Déjà, comment on définit le pouvoir ? Comment on définit le peuple ? Ça veut dire que la démocratie, elle se termine pas, la question démocratique se termine pas avec les élections. En 1789, j'entendais un des intervenants dire que nier visiblement le bienfait de la révolution de 1789. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu des choses historiquement aussi fausses, mais cela dit, c'est pas très grave. En 1789, le peuple n'a pas attendu les élections pour voter. D'ailleurs, il n'y avait pas d'élection. Pendant la résistance, Deuxième Guerre mondiale, le peuple n'a pas attendu pour résister. De même, la démocratie n'existe pas partout. Dans les entreprises, il n'y a pas de démocratie. Aux élections, c'est un homme égale une voix. En démocratie, c'est 1 euro égale une voix. Voilà. Donc la démocratie, elle mérite cette discussion. Et puis sur le populisme, en fait, je crois que la clarification a été faite sur le populisme, parce que si on me dit que le populisme, c'est Poujade, c'est un courant qui nie les crimes contre l'humanité, c'est un courant qui défend l'Algérie française. Si le populisme, c'est Trump le machiste, Trump le misogyne, Trump le xénophobe, Trump l'homophobe, si ça, c'est le populisme, je comprends pourquoi je suis contre et pourquoi on est contre. Alors après, pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est comme les choses. Dans les réseaux sociaux, il y a des choses positives, mais il y a énormément de violence, énormément d'homophobie également. Donc si le populisme, c'est ça, ça ne nous donne pas une définition très claire, mais au moins par l'exemple, on sait que c'est des choses répugnantes. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée à propos qu'il y aurait donc un populisme de gauche et un populisme, pour introduire un peu de clivage, un populisme de gauche et un populisme de droite. Un populisme de gauche se caractérisant, c'est Chantal Mouffe notamment qui soutient cette idée, en mettant en avant, d'un côté effectivement on serait plutôt sur l'idée du consensus, l'absence de conflictualité,
alors que dans un populisme de gauche, si je la cite approximativement, il s'agirait au contraire de favoriser les demandes démocratiques étant tellement hétérogènes, de favoriser la conflictualité et notamment le débat, la délibération permanente pour pouvoir s'appuyer vraisemblablement sur une expression qui serait une expression populaire, mais pas immédiate, mais travaillée au cours de la délibération. Alors, pour ma part, j'ai beaucoup de difficultés avec le terme de populisme, tout simplement parce que j'ai beaucoup de difficultés pour cerner le terme de peuple. Et le terme de le peuple étant tellement diversifié qu'avoir dans la même population Donald Trump ou Bill Gates ou n'importe quelle personne, ça paraît assez difficile à différencier, à comprendre ce que j'entends populisme. Donc cette différenciation populisme de gauche ou de droite, s'il s'agit de convaincre en disant des choses fausses, je pense que ça existe dans tous les courants. Mais le populisme, ça ne me paraît pas être autre chose que convaincre en disant des choses fausses. Je ne pense pas que le populisme peut être la vérité. Messieurs, l'historien Francis Leroy. Moi, je voudrais intervenir sur l'éducation populaire. Moi, je suis de la génération des maisons de jeunes et de la culture. Et à cette époque-là, effectivement, je pense, dans ces centres-là, où on rencontrait beaucoup de monde dans tous les sens, on essayait justement de former des consciences. Malheureusement, c'est un mouvement qui a périclité, notamment par l'absence d'aide au MJC. Et à mon avis, il n'y a pas eu d'équivalent. Et peut-être que le problème, ça serait de retrouver effectivement des maisons populaires qui permettraient d'avoir ce sens critique de l'information et autres. Parce que justement, on évoquait les réseaux sociaux, mais c'est pareil, il y a une lecture à faire sur les réseaux sociaux. Et à mon avis, certains ne font pas ce sens critique et donc se font un petit peu, excusez-moi, entuber. Par contre, pour ce qui concerne 1789, justement, ça me permet de faire la transition. Je voulais simplement évoquer rapidement comment on se sert du peuple pour arriver à des catastrophes. Je veux dire, 1789, c'est d'abord une révolution bourgeoise, mais en fait, c'est le peuple qu'on va mettre en avant. Et on va en mettre en avant tellement qu'on va arriver à 1792, au massacre du 2 et 3 septembre 1792, puis ensuite à 1793 et 1794. Quand Robespierre, qu'est-ce qu'il dit? Robespierre, il dit qu'il fait la conservation et la protection du peuple. Sauf que, je veux dire, il utilise le peuple à des fins de massacre. Donc, oui, il y a aussi cet aspect de manipulation, qui, à mon avis, va se retrouver aussi dans d'autres émeutes. Je vais aller beaucoup plus loin, je m'excuse, mais je fais rapidement une histoire, parce qu'il y a aussi les émeutes, c'est intéressant, les émeutes populaires au départ, mais qui après ne sont peut-être plus. Il y a eu du temps de Charles VI et autres, il y a eu un conflit à Paris, et il y a eu des massacreurs, notamment avec un certain Capuche, etc. Et on s'est aperçu après que les gens allaient trop loin dans les massacres, et donc, voilà. Donc je veux dire quelque part, quand c'est au niveau pour le peuple, peut-être que c'est le pour qui interroge peut-être, justement. Justement, on a parlé de démocratie directe, etc. Les révolutionnaires disaient toujours pour le peuple. D'ailleurs, la Constitution dit pour le peuple et avec le peuple. Mais il faut peut-être s'intéresser. Qu'est-ce que c'est que ce terme exactement pour le peuple? Avec la difficulté mentionnée par notre interlocuteur sur ce qu'on appelle le peuple. Et est-ce qu'il est possible de d'avoir une définition générale du peuple, alors que c'est quelque chose qui se construit politiquement selon les situations. Mais est-ce qu'on peut parler du peuple en général comme ça, abstraitement? Est-ce que ça a un sens? Oui, juste peut-être quelques mots pour aller totalement dans le sens de notre ami historien qui, à mon avis, a parfaitement raison. Tout mouvement populaire peut être détourné en fait de son but. Et là, c'est vraiment le vrai danger en fait que l'on peut connaître en démocratie. S'agissant en fait disons, des différentes révolutions, je crois qu'il est bon d'avoir une approche purement historique. Et puisqu'on parlait totalement de la façon dont on peut avoir à détourner certaines révolutions, je rappellerai que le décret d'Allard et la loi Le Chapelier ont interdit les différentes représentations qui existaient au niveau des salariés, pour prendre un terme actuel, et interdit aussi les syndicats. Ces syndicats qui ne sont réapparus en fait qu'à la Troisième République, ce qui est phénoménal. Ce qui provient en fait que
on ne doit pas avoir, je pense, une vision aussi antinomique entre le bien et le mal. Il y a pas mal de choses que l'on croit le bien, mais qui sont camouflées en mal. Et il y a pas mal d'éléments qui n'ont pas été voulus par le peuple et que certaines personnes ont mis en place, soi-disant pour elles, et ont fait contre elles. Éric Quénard. Sur l'aspect du peuple, je pense que le peuple, il n'est pas uniforme. Il y a le peuple social sur les revendications sociales qui manifestent, il y a le peuple dans le sens des règles qui nous organisent notre fonctionnement institutionnel. Et puis il y a l'aspect, je dirais, dans lequel il ne faut absolument pas tomber, qui est la question de la simplification. Pour moi, le populisme, c'est la simplification. On simplifie les choses, on simplifie tout. Le monde est complexe, on essaye de réduire la pensée à ce qu'il y a de plus simple, alors que la simplification pose un certain nombre de risques. Je donne quelques exemples. Quand on dit, par exemple, tous pourris. Tous pourris, c'est une simplification. On considère que tous les élus sont pourris. C'est une simplification du débat démocratique. C'est inexact d'abord, et en plus c'est une simplification. Quand on parle des médias, je veux bien engager le débat sur les médias, parce qu'il y a un vrai sujet sur effectivement les capitaux et la manière dont les médias appartiennent à un certain nombre de grands groupes financiers. C'est un vrai sujet et c'est un vrai débat, je ne veux pas l'occulter. Mais plus on simplifiera, et plus le populisme sera la simplification, à mon sens, des choses, eh bien, plus on aura de chances de la combattre qu'en redonnant davantage de démocratie, qu'en réinventant notre démocratie, qui est aujourd'hui une démocratie qui est inachevée. On l'a vu sur les éléments qu'on a pu partager ensemble, sur l'aspect de la problématique de la représentativité, sur le manque de participation, sur le fait qu'il y a sans doute peu d'espace pour que nos concitoyens soient amenés à participer en dehors des temps électoraux. Donc voilà, la simplification, le populisme aujourd'hui, c'est pour moi la simplification, et la seule manière de répondre à la simplification qu'est le populisme, eh bien, c'est plus de démocratie. Mais on aime bien manier les notions générales, ça facilite, ça empêche de penser en fait. Alors que si on prend simplement l'exemple des politiques, des hommes et des femmes politiques, c'est en France, la politique, c'est 36 000 communes, des conseils municipaux, les conseils régionaux, les conseils départementaux, où on fait de la politique. On fait de la politique, et la politique, c'est pas simplement celle dont on a le spectacle à la télévision ou à la radio. Et je crois que là, on a une vision très réductrice de ce qu'est l'homme politique, l'homme et la femme politique, mais c'est une commodité et qui empêche de penser. Et si on aborde cette complexité, cette pluralité, cette multiplicité qu'est la politique à travers notamment ces hommes et ces femmes, eh bien là on commence à s'embrouiller et à se frotter à quelque chose de très complexe. S'il vous plaît, j'aurais une question. Alors, comme oui, monsieur, allez-y. le terme de peuple m'interroge beaucoup. Dans la salle, chacun peut peut-être réfléchir s'il appartient au peuple ou à l'élite. Moi, je ne sais pas personnellement. Et les médias nous parlent à longueur de journée des élites et du peuple. Moi, franchement, je ne sais pas où me situer, mais peut-être que c'est le cas pour beaucoup de personnes dans la salle. En tout cas, quand on parle du peuple et des élites, dans certaines têtes, les images sont bien nettes, me semble-t-il. Ça, c'est une remarque. Ensuite, j'aurais une deuxième remarque à propos des élections et du référendum. Qui est une notion qui ressurgit beaucoup en ce moment. Et quelque chose m'interroge sur ce qui a été dit. On a dit que le référendum, c'était quelque chose de formidable parce que ça donnait au peuple l'expression entre les élections, d'une part, et d'autre part, je crois que c'est M. Philippot qui a dit que le référendum sur l'Algérie française avait été tronqué et truqué, et le peuple s'était fait berner. Alors comment institutionnaliser un référendum? Eh oui, comment instituer cela en
faisant que le peuple puisse s'exprimer sans être trompé? C'est une grande question. Je ne vais pas répondre, peut-être que la question s'adressait à quelqu'un en particulier. Dans le référendum, la problématique, c'est la façon de poser la question, en fait, qui change beaucoup de choses, puis qui incite peut-être à dire non, à répondre non, à répondre oui. Vous avez sans doute des exemples, enfin, dans l'histoire, en fait. Je ne sais pas ce qu'en pense monsieur. Oui, je crois que Excusez-moi, je voudrais terminer. On dit beaucoup aussi que lorsqu'il y a un référendum, la réponse n'est pas à la question. La réponse est autre chose. Par exemple, si c'est un gouvernement de gauche qui pose un référendum, on va répondre négativement parce qu'on est opposant. Si c'est un de droite, on fera la même chose. Donc là aussi, mettre en place un référendum dans ces circonstances-là, s'adresser au peuple dans ces circonstances-là, c'est extrêmement compliqué. Parce que même si la question est très bien posée, et on peut supposer aussi qu'il y a des gens qui sont assez démocrates pour poser de bonnes questions et qui n'induisent pas forcément la réponse, avec cet aspect des choses, ça complexifie aussi la réponse des gens qui vont répondre à la question, me semble-t-il. Mais alors peut-être deux réponses. Qui est peuple et qui est élite? Je pense que nous sommes tous du peuple. Et celui qui est élite, souvent, c'est celui qui prétend l'être et qui peut-être n'a pas toutes les compétences, mais qui n'a pas et qui a eu toutes les facilités pour l'être et pour l'exercer dans la société, alors que celui qui ne l'est pas est celui qui n'a pas eu cette chance. Pour ce qui est du référendum, je crois que c'est le vrai problème en fait que vous posez, et le vrai problème que l'on peut poser en matière du politique, c'est la façon de poser de bonnes questions qui permettent à chacun de se prononcer réellement en fonction de ce qu'il pense. Et là c'est le vrai problème qu'il faudrait débattre, et sur lequel il faudrait débattre, et sur lequel il faudrait s'intéresser. Et il est évident qu'il faudrait élaborer un système où les questions soient assez clairement posées, éventuellement débattues, peut-être entre les différents représentants dans un premier temps, pour que les questions que les réponses attendues ne soient pas directement ciblé. Et il est sûr qu'actuellement on vit souvent dans une démocratie où toutes les décisions, y compris dans certaines assemblées, sont déjà ciblées dans certains sens et où la démocratie ne s'exerce pas. Donc le vrai problème en fait c'est cela, c'est trouver un système qui permette de poser des bonnes questions sans donner l'impression de faire de la démocratie et en fait d'imposer des choix contre la personne elle-même. Merci. Oui, sur la question du référendum, bien évidemment, il y a effectivement la nature de la question qui est posée, mais le contexte dans lequel le référendum est posé. Si sur le principe, ça peut donner le sentiment de donner la parole au peuple, pour le coup, la manière et le moment où la question est posée peut donner des réponses complètement différentes, en fonction d'ailleurs de celui qui pose la question. On sait très bien que dans les temps politiques, d'ailleurs, on le voit dans les débats présidentiels, on a toutes sortes de candidats qui proposent des référendums quasiment le lendemain des élections législatives, parce qu'on sait qu'un pouvoir qui vient d'être élu, il a 100 jours où il est dans une espèce de temps un peu d'euphorie, où tout ce qu'il pourrait proposer pourrait passer, en tout cas être voté. Et donc, on en vient presque à se dire, s'il faut utiliser le référendum, c'est sans doute dans un temps assez court pour ne pas prendre de risques, parce que le référendum peut être vécu par un certain nombre de personnes comme un risque. Mais le référendum, après, quand il est posé, et que les citoyens ont pris la parole et voté, bien, le référendum, normalement, il est censé s'imposer et être respecté. Or, dans l'histoire, même récente, de notre pays, nos concitoyens ont été amenés, je pense notamment au traité constitutionnel, à amener à voter non, et pour autant à voir que leurs gouvernants qui se sont succédés ont appliqué le traité constitutionnel sans le remettre en cause. Et donc là, on a aussi un élément de la démocratie qui est effectivement posé, le contexte et le respect d'une décision quand on consulte le peuple. Merci. Alors, madame, monsieur, on me fait signe qu'on va nous couper la lumière. Jean-Pierre a peut-être un mot à dire quand même pour, pas conclure, mais en fait... Non, je ne vais pas conclure. Simplement, ce que je retiens de cette soirée, c'est que effectivement, la démocratie en France doit être amendée,
réparer, j'allais dire, puisque, comme beaucoup de choses, elle est victime du temps. Et que pour faire ça, eh bien, on a peut-être des choses à apprendre du côté du populisme, même si, bien sûr, en tant que tel, le populisme ne nous est pas apparu ce soir comme étant la solution qui pourrait être la réponse à nos problèmes. Donc merci à Et vous, voilà. merci à vous quatre. Voilà, j'espère que nous avons pu contribuer à la réflexion et puis c'est un mot que nous aimons bien, à élargir notre pensée et non pas énoncer des vérités. Alors nos prochains rendez-vous, il y en a un qui est imminent, c'est demain avec le café de philosophie où nous traiterons alors d'un sujet encore que peut-être en politique on pourrait en parler, parler de la séduction et comme une arme de corruption massive. Et notre prochain rendez-vous ici, nous nous inscrivons dans la thématique portée par la médiathèque sur le tricot. Voilà. Et alors, vous allez dire comment on va pouvoir faire un débat sur le tricot. Vous pouvez venir avec vos aiguilles, bien sûr, mais nous l'avons relié au travail manuel et à la pensée ouvrière. Et c'est autour de cette thématique que nous allons débattre sous l'intitulé « Je tricote, donc je pense ». Voilà. Si vous voulez les informations, vous pouvez laisser votre adresse de courriel et puis on pourra vous envoyer les informations régulièrement. Merci à vous.